Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Umaro Sissoko Embalo, finalement reconnu par la CEDEAO comme président de la Guinée-Bissau. Une annonce faite ce jeudi 23 avril par l'organisation sous-régionale afin de mettre fin à 4 mois de blocage post-électoral. En République démocratique du Congo, l'état de santé de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, inquiète. Provisoirement détenu à la prison centrale de Makala dans le cadre des enquêtes sur les travaux des 100 premiers jours du président Tshisekedi, ses difficultés respiratoires se seraient considérablement aggravées. Et puis affecté sur le plan économique par la propagation du coronavirus, le Mali a annoncé une sortie sur le marché financier régional de l'UMOA. Objectif mobiliser 30 milliards de francs CFA. Après 4 mois de blocage, la CEDEAO a reconnu ce jeudi 23 avril la victoire d'Umaro Sissoko Embalo à la présidentielle bissau-guinéenne du 29 décembre 2019. Une victoire contestée par le PAIGC, parti de Domingos Simoes Pereira, qui avait entraîné un bras de fer entre la Cour suprême et la Commission électorale nationale. Fanny Mounichi et Ameneji. La CEDEAO veut sortir de l'impasse en Guinée-Bissau. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a reconnu ce jeudi la victoire d'Umaro Sissoko Embalo à l'élection présidentielle du 29 décembre 2019. Les résultats de la Commission nationale électorale, qui donnait vainqueur l'ancien Premier ministre issu de l'opposition, étaient contestés depuis plusieurs mois. Face à la persistance de ce blocage et après analyse approfondie de la situation politique du pays, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de reconnaître la victoire de M. Umaro Sissoko Embalo. Une reconnaissance formelle qui intervient après un long bras de fer entre la Commission nationale électorale et la Cour suprême. La Cour suprême, qui saisie par le candidat du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Domingos Simoes Pereira, avait ordonné le recompte des voix. Des tensions entre les institutions favorisées par la Constitution selon la CEDEAO qui appelle à la réforme de la loi fondamentale pour être soumise à référendum dans les 6 mois. La CEDEAO a réagi un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, elle a reconnu la victoire de Umaro Sissoko Embalo, c'est de bonne guerre. Elle n'a fait que reprendre ce qui a été constaté au moment de la proclamation des résultats, puisque la CEDEAO était en amont et en aval, donc pendant tout le processus électoral. Maintenant, c'est que là où elle a échoué, c'est de ménager justement un dialogue autour d'une table entre la famille politique du candidat déclaré vainqueur, Umaro Sissoko Embalo, et le PAIGC pour que le PAIGC puisse conserver sa majorité au Parlement, donc un gouvernement. La CEDEAO a également demandé à Umaro Sissoko Embalo de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement au plus tard le 22 mai prochain. Umaro Sissoko Embalo, qui a déjà évoqué la possibilité de dissoudre l'Assemblée et d'organiser des élections législatives anticipées. La majorité au Parlement étant acquise actuellement au PAIGC et ses alliés. L'état de santé de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État de la République démocratique du Congo, s'est fortement dégradé. Mis en détention provisoire dans le cadre d'une présumée affaire de corruption, il souffrirait d'un syndrome respiratoire selon le rapport médical en date du 24 avril provenant du centre hospitalier de Makala. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Mise en détention provisoire dans le cadre d'une présumée affaire de corruption, l'état de santé de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, âgé de 61 ans, s'est fortement dégradé au point de nécessiter une intervention. Le rapport médical numéro 56 émis en date du 24 avril, après 2 jours d'examen par le médecin hospitalier de la prison de Makala, le docteur Baloko, étant des plus alarmants. Nous avons examiné le patient ce 22 avril. Après avoir été consulté par un cardiologue, celui-ci a décidé de la pose d'un holter. Suite au résultat des examens, la spirométrie pour le fonctionnement pulmonaire met en évidence un syndrome respiratoire.
Nous recommandons avec avis des spécialistes une meilleure prise en charge en milieu hospitalier, mieux équipé, doté d'un équipement avec respirateur en service d'urgence bien équipé. Des inquiétudes qui viennent alourdir l'imbroglio juridique autour de la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe. Face aux difficultés à rassembler des preuves évidentes de la culpabilité du directeur de cabinet, des tensions vives ont éclaté entre les magistrats en charge de l'instruction dans ce dossier et ses ramifications. Le juge Mouteba Fwimbo, accusant clairement le premier président de la Cour d'appel de vouloir leur imposer sa position, de bafouer l'état de droit et le principe d'indépendance, a choisi de se déporter. Il sera imité dans un autre cadre par le juge Samutondi Ikomba Sali. Des ingérences politiques et diverses à plus haut niveau dans le dossier judiciaire de Vital Kamerhe qui ont amené le président de la Cour constitutionnelle à faire un rappel cinglant au vice-premier ministre Tunda Wakasende, membre du FCC, parti de l'ancien président Joseph Kabila et pourfendeur. Je relève l'inopportunité de votre visite car l'organisation des échanges relatifs au dossier judiciaire en cours et l'examen des diverses autres questions débordent le cadre normatif de la politique judiciaire et entrent en conflit avec l'article 151 de la Constitution ainsi libellé. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction aux juges dans l'exercice de la juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. La demande de liberté provisoire de Vital Kamerhe est toujours pendante. Au cœur de cet imbroglio juridique, les récriminations par ses partisans d'un acharnement politique et d'une volonté d'humiliation prennent de l'ampleur. Toujours en République démocratique du Congo, les autorités tiennent à soulager le fardeau du confinement sur les populations. À cet effet, le Premier ministre a décrété l'exonération de paiement de la TVA sur l'importation et la vente de 53 produits de grande consommation. Nathalie Mo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prend des mesures économiques contre le Covid-19. Dans un contexte marqué par le confinement des populations, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a décrété ce 20 avril 2020 l'exonération de TVA sur les produits de première nécessité pendant 3 mois. 53 produits de grande consommation sont concernés par cette mesure. Est suspendue la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations d'importation et de vente des produits de première nécessité. Ces avantages peuvent être renouvelés en tenant compte de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire. Les autorités congolaises tiennent à soulager le fardeau du confinement sur les populations. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé il y a quelques jours un programme alimentaire d'urgence. Une initiative résultant du constat de la flambée volontaire des prix sur les marchés. J'espère beaucoup qu'au-delà de la TVA, le gouvernement va devoir aller beaucoup plus loin dans la surveillance des prix dans cette période particulière, déclarée une période de guerre économique. Pour éviter la propagation du coronavirus, le gouvernement congolais a ordonné la cessation de la majorité des activités économiques, tant à Kinshasa qu'en province. Des restrictions contraignantes pour la population, à qui le gouvernement veut garantir l'approvisionnement en produits de première nécessité. Au Mali, la crise sanitaire a également des conséquences sur l'économie nationale. Le gouvernement vient d'annoncer une sortie sur le marché financier régional dans l'objectif d'amortir le choc. Cette opération qui vise à mobiliser un montant de 30 milliards de francs CFA à travers 2 opérations durera jusqu'au 29 avril 2020. Les précisions avec Aïssatou Diamanka Besland et Nathalie Mo. Le Mali a annoncé une sortie sur le marché financier régional. Les autorités souhaitent mobiliser 30 milliards de francs CFA, des fonds destinés à soutenir le plan de riposte face à la pandémie de coronavirus. Et ce, alors que la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement se réduit. Le Mali, comme la plupart des pays africains qui subissent les défis du terrorisme sur leur sol, sont confrontés à une crise qui est une double crise. C'est-à-dire que pour eux, la crise du coronavirus arrive à un moment où il y a une confluence d'autres difficultés sur le plan sécuritaire. Et ces difficultés-là, malheureusement, plombent déjà les budgets nationaux.
Une sollicitation du marché financier de l'UEMOA qui affiche une certaine résilience depuis le début de la crise sanitaire sur le continent. Valeur refuge pour les pays de la zone. Le marché de l'UEMOA n'encaisse pas les forts impacts négatifs de la chute, par exemple, des prix du pétrole sur ses valeurs. Et donc, cette résilience la repose aussi sur le fait que c'est surtout la consommation locale. Et donc, ce marché épouse la dynamique de l'économie locale. Le plan de riposte national contre le Covid-19 prévoit initialement un financement de 500 milliards de francs CFA. Un plan auquel la Banque islamique de développement vient d'apporter sa contribution à hauteur de 11,2 milliards de francs CFA. Autre répercussion néfaste de cette crise sanitaire, la viabilité des compagnies aériennes avec les fermetures de frontières. De nombreuses compagnies sont au bord du gouffre faute de chiffre d'affaires. C'est le cas de la South African Airways qui se dirige vers une liquidation pour manque de revenus. Le conseil d'administration de la compagnie sud-africaine a proposé un plan de licenciement au syndicat de l'entreprise. Peu avant cette mesure, l'État sud-africain avait décidé de plus soutenir la compagnie déficitaire. Les détails avec Ange Noménion. South African Airways s'achemine vers une liquidation. Le conseil d'administration de la compagnie sud-africaine a proposé au syndicat un plan de licenciement pour les 5000 employés de l'entreprise. Cette mesure fait suite à la décision de l'État de ne plus soutenir la compagnie déficitaire depuis 2011. Jusqu'ici, c'est une compagnie étatique qui est considérée en Afrique du Sud parmi les entreprises considérées comme budgétivores parce qu'en dépit de tous les renflouements dont a bénéficié la compagnie au cours de ces dernières années, là, la compagnie n'arrive pas à se remettre. La proposition de South African Airways sera discutée tout au long de la semaine. Si elle est validée, les employés verront leur emploi résilié d'un commun accord dès le 30 avril. Ils auront droit à une semaine de salaire par année de service, à un mois de salaire tenant lieu de préavis et au solde de leur congé annuel en cours. Cette compagnie-là, qui dans le temps était le fleuron parmi les compagnies africaines, a véritablement perdu de sa réputation entre scandales de gestion, faits de corruption et ingérence politique. South Africa d'aujourd'hui donne l'impression de naviguer à vue. Au cours de ces 10 dernières années, pas moins de 10 directeurs généraux, intérimaires et permanents se sont succédés à la tête de la compagnie sans jamais trouver la solution magique. Le gouvernement sud-africain a décidé de ne pas accorder une énième aide d'urgence à la compagnie aérienne. Face à l'urgence de la crise sanitaire, l'État sud-africain a dû revoir son budget. Au Kenya, le secteur du tourisme qui a connu une nette progression en 2019 sera sans doute freiné par les conséquences de la crise économique mondiale liée au coronavirus. Le ministre du Tourisme kényan entend limiter les dégâts, les activités du tourisme international étant totalement suspendues. La nouvelle stratégie est de miser sur le tourisme local. Philomentine. Ne plus dépendre du tourisme international, mais plutôt commencer à investir massivement sur le marché national et régional. Telle est la nouvelle stratégie du Kenya. Cette mesure vise à endiguer les impacts néfastes du coronavirus sur l'économie kenyane selon les autorités. Le développement du tourisme local, de mon point de vue, c'est très raisonnable. Et sur une période de 2 ans, ce n'est peut-être pas trop, mais c'est déjà ça. Il était temps. Donc le Covid vient nous donner cette opportunité-là de relancer, par exemple, ce qu'on appelait à l'époque les offices de tourisme. Ces offices de tourisme auront donc pour charge de faire en sorte que les uns et les autres découvrent l'Interland. Le Kenya qui envisage de miser sur le tourisme local pour se relever de la crise économique liée par la pandémie du Covid-19 va notamment axer sa nouvelle stratégie sur la promotion des voyages nationaux et régionaux pour une durée de 2 ans. Ceci dans le but d'accélérer la reprise du secteur touristique après la crise du Covid-19. Pour moi, ça ne sera pas à titre expérimental. Ça sera très bénéfique pour le secteur touristique kényan. Le secteur de l'avionnerie civile est entièrement sinistré. Ce qui veut dire que c'est bien pensé de leur part parce qu'en fait, développer le tourisme intérieur, on n'a pas forcément besoin d'utiliser l'avion. Ces offices de tourisme maintenant peuvent fonctionner avec des bus. En 2019, les revenus du secteur touristique au Kenya ont atteint 1,6 milliard de dollars.
Ce secteur constitue la troisième source de devises étrangères du pays après les envois de fonds et les exportations agricoles. En outre, les autorités du pays s'attendent à une répercussion néfaste du ralentissement des activités touristiques sur la croissance économique du Kenya. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.